Le grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au grand journal du soir de Télésignal. La une de l'actualité, puis de contestation suite à la décision du juge instructeur. La mare Bélisard d'assigner Jean-Bertin Aristide à résidence surveillée. Des parlementaires proches du régime Lavalas publient une note pour exprimer leur mécontentement. À la une également, Sauveur Pierre-Étienne reconduit à la tête du comité exécutif du parti politique Organisation du Peuple en Lutte. Le sénateur François-Annick Joseph devient le porte-parole de l'OPL. Vers le lancement, le 15 septembre prochain, de la Semaine du Mexique en Haïti, une initiative du réseau des parlementaires haïtiens pour la population et développement pour marquer le 204e anniversaire de l'indépendance du Mexique. Et puis exercice de simulation de réponse en cas d'attaque terroriste ce 11 septembre à l'autorité portuaire nationale, activité qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant la certification du port international de Port-au-Prince. Dossier Ebola, les autorités sanitaires haïtiennes adoptent des mesures de prévention au niveau de la frontière haïtiano-dominicaine. Un reportage spécial dans ce journal nous montrera qu'il n'y a pas de quoi s'affoler en Haïti. À l'étranger, les États-Unis ont commémoré ce 11 septembre le 13e anniversaire de l'attentat contre les tours jumelles du World Trade Center, l'occasion pour le président Barack Obama d'appeler les Américains à ne jamais céder à la peur. Barack Obama durcit le ton face aux djihadistes. Le président américain s'est dit prêt à les frapper où qu'ils se trouvent. Voilà pour les titres. À tout de suite. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui va aller des pays ou avec éducation petit tout. Parents yo, n'a pas chez les petits moun no gatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle la maison mi faut que gagné. C'est les sacs qui bon, c'est la dinde qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département bien distributeur autorisé. Original la sous de le grand hologramme bien éclairé. Parents yo, le n'a pas chez les petits moun yo gatil gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Ça n'a pas passé en bas du tout. Monsieur, ça va, monsieur? Ça a été là, il y a un boss. On va au test. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans le game de Kairia. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction. Nous sous plus terrain que toute l'autre bio. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Des bureaux pour suivre de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens ouais piste atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau.
ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eShopperExpress.com. Bienvenue au développement du journal. Ce sujet fait la une de l'actualité depuis mardi. Jean-Bertrand Aristide est assigné à résidence surveillée selon une ordonnance rendue mardi par le juge instructeur Lamar Bélisaire qui enquête sur le dossier de corruption et détournement de fonds publics impliquant l'ex-chef de l'État quand il était aux affaires de 2001 à 2004. Selon cette ordonnance, la résidence de Jean-Bertrand Aristide à Tabar sera encerclée par les agents de l'administration pénitentiaire et le pourtour du domicile sera gardé par des agents de la direction centrale de la police judiciaire. Le magistrat instructeur serait également le seul à autoriser des personnes à rendre visite à Jean-Bertrand Aristide dans sa résidence de Tabar. Des sénateurs de l'opposition ont dénoncé le fait que la notion d'assignation à résidence ne figure pas dans la législation haïtienne, avis que partage l'avocat Napoléon Lauture. L'homme de loi qui intervenait à la rubrique Tendance sur Télésignal ce jeudi souligne que cette notion est une mesure restrictive de liberté adoptée en France. L'assignation à résidence peut être ordonnée lorsque des conditions cumulatives sont réunies. Le code pénal et le code d'instruction ne font aucune mention d'une telle mesure, informe l'avocat Napoléon Lauture, répond à Tamara Oyangaro. Dans le système juridique haïtien, nous n'avons pas gagné une institution comme ça. Mais les nous entendons que c'est une expression ces derniers temps qui sont toutes les lèvres. À ce moment-là, nous-mêmes, nous avons questionné, nous avons entré dans le code pénal, nous avons entré dans le code d'instruction criminelle pour nous qui coûte bagage ça a sorti. OK. Et avant d'arriver là, permettre que les téléspectateurs comprennent. La loi en Haïti, les chita sur qui ça? Code civil, code pénal. Et en matière, on connaît plusieurs disciplines juridiques, il y a plusieurs branches de droit. Nous-mêmes là, les on parle d'assignation à résidence, c'est de là où on a un système répressif, on a un droit pénal. Même moi, les par exemple, entendez, il y a parlé d'expression. D'accord? Ça me fait, on connaît mal faire recherche moi en dans le code pénal là, en dans le code criminel là. Et recherche moi faire me comprendre que une institution comme ça, il pas existé dans le système juridique répressif haïtien. Les réactions pleuvent du côté des membres du parti Lavalas depuis l'annonce de cette mesure du juge instructeur Lamar Bélisaire d'assigner Jean-Bertrand Aristide à résidence surveillée. Dans une note publiée ce jeudi, des parlementaires proches du régime Lavalas expriment leur mécontentement par rapport à la décision du juge Lamar Bélisaire. D'après cette note, le régime au pouvoir est en train de faire diversion pour soudoyer le peuple haïtien qui fait face à toute forme de difficulté. Les explications du sénateur Pierre-Franck Exéus, signataire de la note, est au micro de Dukenson Lazare et Yvan Saïd. Nous considérons les professeurs qui travaillent dans le programme SIGOA qui pourront jamais toucher une goutte. Nous considérons les professeurs qui travaillent dans le programme Bonéia qui ne va jamais toucher. Nous considérons l'école qui est ouverte le lundi 8 septembre, jusqu'à présent, maman et papa pour qu'on ait une petite école. Nous considérons le terrible accident qui fait ce monde d'apion avec la Clessine. Nous considérons le gaz là qui va monter dans le jour, qui va venir pour voir Matéli la motte là utiliser le juge Lamar Bélisaire pour détourner attention moun à dossier Aristide là. Il n'y a pas fait aucun doute pour personne que le gouvernement Matéli la motte là pas entendre respecter les droits citoyens qui pas danser collé à lui. Dans ce sens, pour personne qui était tout opposant, il décidait d'utiliser la justice. Je dis à chaque citoyen de poser des questions, pour qui ça, tout empressement ça, dans un dossier qu'il a depuis plus de 2 ans, pour qui ça, c'est jeudi à un jour avant l'hypathie, juge Bélisaire décide d'envoyer une lettre par DCPJ à PENA pour empêcher le monde d'entrer avec le président et puis tout empêcher que le président sorte la Kaili sans aucune loi dans le pays pas permettre ça. Il faut que le peuple arrête de mobiliser pacifiquement, sans violence, pour le cas défendre le droit. Et nous demandons des classes politiques, opposition, avec la société civile organisée, il faut qu'ils disent non à Jean Lamotte, à Matéli, à mener justice pays.
À l'instar d'autres supporters du président Jean-Bertrand Aristide, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé souligne que l'ancien président est disposé à se présenter devant la justice pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Le sénateur a par ailleurs fait savoir que le juge Lamar Bélisère est un instrument utilisé par le pouvoir en place pour persécuter le numéro 1 du mouvement Lavalas, Jean-Baptiste Bien-Aimé, toujours au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyid. Supposé fait selon le vœu des lois du pays, il n'est pas qu'à fait selon volonté politique et même j'en tout. Exécutif n'a pas gagné aucune autorité pour le persécuter un citoyen pour position politique. Il n'est pas qu'à persécuter un citoyen parce que il n'est pas d'accord avec l'exécutif ça que nous gagnons là. Président Jean-Bertrand Aristide prêt pour aller devant la justice, il le fait déjà, mais cependant, population supposée comprendre ça qu'a fait aujourd'hui, c'est une manipulation politique, il y a une marionnette et palais national qui relève Lamar Bélisère, c'est lui-même qui a utilisé pour persécuter les gens. Il y a allé plus loin. Où est le rapport tête chape qui a gagné comité de fait parce qu'il a fait dans circonstances pour essayer de diminuer force Lavalas après le départ du président Aristide. Yo kounye là, y a cherché nous l'autre dirigeant famille Lavalas pour yo mettre pour Lamar Bélisère convoqué. Par ailleurs, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé a applaudi l'initiative du président de la République, Michel Martelly, d'emprunter la voie du dialogue avec les secteurs de l'opposition. Jean-Baptiste Bien-Aimé a confirmé sa présence à cette rencontre avec le chef de l'État qui doit porter notamment sur les prochaines élections. Il exige toutefois que les échanges se fassent dans le respect mutuel. Les explications de Jean-Baptiste Bien-Aimé au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyid. Président Martelly, ça fait longtemps qu'on a goumé ensemble avec lui pour permettre que gagner un dialogue franc et sincère pour autour des grands problèmes du pays, dont le problème électoral là. Président Martelly était campé en beau homme, en belligérant, pas de jamais dialoguer avec l'opposition. M'applaudit chaudement l'initiative qu'elle prend, par contre qui est dans blanc, si c'est ça que nous nommé, qui passe l'ordre qui dit qu'il faut le chute à parler avec l'opposition. Nous bien contents, mais nous prêts pour nous discuter ensemble avec lui. Mais cependant, dans le respect des normes, dans le respect de la Constitution, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, nous voulons que le président Martelly respecte les parlementaires, même nous-mêmes tout, nous respectons comme président, nous allons discuter autour des choses constitutionnelles. Nous ne pouvons pas parler de rien qui n'a pas de pouvoir avec la Constitution. Nous voulons rester dans la Constitution, nous voulons rester dans la bataille que nous allons mener pour le président Martelly entendre, il faut qu'il y ait un CEP qui est crédible. Il faut comprendre que nous avons besoin d'un environnement électoral qui est crédible, qui inspire confiance. Il croit que nous allons discuter autour de tout problème. Et laisse ça sans difficulté, nous avons discuté, mais d'avance, il faut gagner un protocole. Autre point, présentation à la presse ce jeudi du nouveau comité exécutif du parti politique Organisation du Peuple en Lutte. Ce comité, nommé pour 3 ans, est mené par l'ancien coordonnateur général de l'OPL, Sauveur Pierre-Étienne, reconduit à son poste. Le sénateur François-Annick Joseph, actuel porte-parole du parti, apporte des précisions sur les nouvelles structures mises en place au niveau du directoire. Les précisions du sénateur François-Annick Joseph au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyid. La diaspora haïtienne, les Haïtiens vivant à l'étranger, c'est très important pour l'OPL. Ça fait qu'ils ont créé, en dedans l'OPL, nous créons une nouvelle coordination. C'est la coordination des Haïtiens vivant à l'étranger qui gagne dans tête li et M. Arthur Papillon. Gagner également le secteur paysan en dedans OPL qui était très vivant et vivace dans le temps et qui petit décrémé. Pour cela, nous créons une coordination à la paysannerie qui est dans tête l'honorable Edgar Leblanc-Fils. Il en est de même pour le mouvement des femmes de l'OPL, MFOPL. Et pour accorder une attention particulière aux dynamiques de l'équité de genre en partant, nous créons une nouvelle coordination à l'équité de genre qui gagnait dans tête Renaude Richard. Pour la question ayant trait à la jeunesse et à l'université, qui demandait une attention particulière, gagner une nouvelle coordination qui a occupé tout particulièrement de
l'université et de la jeunesse. Et dans cette coordination, ça a gagné M. Franklin Benjamin. Le professeur Sauveur Pierre-Étienne n'a pas tari d'éloges pour le parti qu'il dirige. L'OPL compte à son actif 5 congrès nationaux en moins de 23 ans, selon M. Étienne, pour qui c'est un record dans l'histoire des partis politiques en Haïti. Le coordonnateur général de l'OPL en a profité pour présenter les points qui ont fait l'objet des débats entre les membres du parti politique lors du dernier congrès national le 5 août dernier. Sauveur Pierre-Étienne est au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. 5e congrès national OPL. 5 congrès en moins de 23 ans sont record en Haïti. Et dans le 5e congrès national, nous connaissons le rôle congrès, c'est pour nous renouveler personnel politique parti. Nous ne pas dire pays parce que le pays, nous connaissons question organisation et élection sont casse-tête. Donc dans l'OPL, nous faisons ça périodiquement. Et comme mandat nous, son mandat triennal de 3 ans, eh bien, direction parti a pris un engagement pour que 1er septembre, PAC prend et ancien comité exécutif là, dans tête partie. Sinon, tout le monde est de facto. Eh bien, c'est ce travail ça qui permet que nous élargissions le comité exécutif national là, qui passait de 13 à 17 membres, Jean porte-parole là, et dit là. Mais en même temps, tout, l'Assemblée a approuvé positionnement politique OPL, l'idée approuvé tout, eh bien, question 3e voie, OPL pas dans ses collés, ni avec le duvalierisme noiriste, ni avec le populisme, l'anarcho-populisme lavalassien, eh bien, nous devons distance à la question ça, et tout le monde connaît mission OPL, c'est travail pour arriver à instaurer un état de droit démocratique dans le pays. Je le disais en titre, ce 11 septembre 2014, l'autorité portuaire nationale a réalisé un exercice de simulation réponse en cas d'attaque terroriste. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la certification du port international de Port-au-Prince relativement à la capacité de son personnel à faire face à toutes sortes de menaces en général et terroristes en particulier. Enoch Élisée Cajou et Samus David François étaient sur place. Suivez leur reportage. 11 septembre 2014. Il est 11 h du matin. L'alarme retentit au sein de l'autorité portuaire nationale, au boulevard Harry Truman, pour démarrer un exercice de simulation. Une attaque terroriste vient de se produire. Les employés sortent dans la discipline. Les agents de la sûreté, supportés par les sapeurs-pompiers, entrent en scène pour circonscrire la menace que décrit Alix Célestin, directeur général de l'APN. Avant de nous réaliser son menace, il y a deuxièmement une explosée. Donc, des cas de vélo sur notre menace. Après la neutralisation de l'engin explosif, les agents de la sûreté font face cette fois à un terroriste armé au chalet d'accueil du port. Les policiers de l'UDMO se mêlent de la partie. Le forcené est vite maîtrisé, il est 11 h 25. Le directeur général de l'APN explique les raisons d'être de cet exercice qui rentre dans le cadre des exigences du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. Demander pour que le port capable mettre en mesure pour faire face à n'importe quelle menace. Et une mesure, c'est l'exercice pour le faire, pour simuler pour rendre des menaces. L'attaque du 11 septembre 2001 aux États-Unis a changé la face du monde. Les services de sécurité du monde libre doivent s'adapter à un ennemi atypique qui ne respecte pas les normes conventionnelles généralement admises lors des guerres. Le président du syndicat de l'APN se félicite du calme qui règne au sein de l'autorité portuaire nationale. Cette situation est le fruit d'un dialogue permanent instauré au sein de l'institution. Cela permet aux employés de travailler en toute sérénité avec la direction générale. En effet, les organismes internationaux régissant la sécurité des ports exigent un calme plat dans les ports et aux abords de ces endroits stratégiques, explique Wilfried Saint-Hilus. Parce que nous rappelons en 2004, quand nous avons dormi sur ce dossier, et nous avons été menacés pour pouvoir être fermés et après avoir pris les diligences qui étaient faites pour que nous arrivions quand même à respecter le code ASPS là. Parce que nous dit que l'injonction qu'elle fait, c'est une contrainte côté que si vous ne pas respecter le navire, pas rentrer. Parce que nous connaissons qu'après l'attentat 11 septembre, nous croyons que les Nations Unies pour des mesures drastiques côté d'un port, parce qu'un port international, le port de Port-au-Prince,
ils demandent faut sécuriser, ils même demandé faut éclairage là parfait, ils demandé tout pour que pas gagner attroupement dans le port, pour que pas gagner manifestation violente même à l'entour pour là. Du moment que pas respecter toute exigence ça, et bien on va prêt pour arrêter la inexistant. Et c'est un gros coup de chapeau tout, côté que nos syndicats mènent en bataille, nous après le séisme dévastateur du 12 janvier pour être écrasé. Et bien pour le moment nous pour la reconstruction, tout ça c'est bataille syndicale à travers le dialogue social, nous avons institutionnalisé en APN qui permet que nous ayons une atmosphère sereine, je dis stabilité, ça qui peut permettre que nous ayons une synergie qui dégage entre la direction et le syndicat qui permet que je dis nous réaliser toute belle bagage pour que nous disions APN a bougé. Visite ce jeudi du président de la République sur le chantier du viaduc de Delma. Au carrefour de l'aéroport, Michel Martelly, accompagné du secrétaire d'État des Travaux publics, Philippe Sidéas, entendait s'enquérir des avancées obtenues dans le cadre de la construction de ce pont. M. Martelly dit quoi? Qu'il s'avère nécessaire d'accélérer les travaux de réalisation du viaduc qui doit être achevé au début de l'année 2015. Notons que le viaduc dont la construction a démarré en novembre 2013 doit relier la commune de Delma au quartier de Nazon. Il vise à faciliter la circulation au niveau de la route de Delma. Et puis des investissements consentis pour la construction des infrastructures routières éducatives, voilà ce qui constitue l'essentiel du plan spécial de la Gonave. En effet, lors d'une conférence de presse ce jeudi à la primature, la coordonnatrice de ce plan, Marie-Mimose Félix, a présenté les différentes phases de l'exécution du dit plan. Il s'agit, selon Marie-Mimose Félix, de la construction d'une place publique et d'un terrain de football à Ansagalais. La ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de la paysannerie fait état également de la mise sur pied de 4 restaurants communautaires et de l'assistance sociale fournie à 3000 familles dans le cadre du programme gouvernemental Timaman Chéri. Marie-Mimose Félix au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. La Gonave, l'année même pas de route du tout, il y a seulement 1 km de route qui est adoquinée dans toute l'île La Gonave. Nous gagnons 2 km de route qui a fait pour continuer le bétonnage dans la ville Ansagalais et dans la ville et Pointe-à-Raquette. Nous gagnons construction place publique qui gagne un terrain basket de jeu pour jeunes Ansagalais. Le terrain fini, mais la route là les-mêmes, il a continué. Et nous gagnons tout dans le cadre plan spécial là. On l'autre volet qui est important en pile. C'est volet social là. Dans le volet social là, vu que les La Gonave sont volet qui gagne en pile, et sont zones qui gagnent en pile côté en situation vraiment d'extrême pauvreté, nous te mettons un accent particulier sur l'assistance sociale là, et que nous gagnons 3000 familles de façon récurrente qui reçoivent des paniers alimentaires. Nous avons 4 restaurants communautaires qui sont déjà établis sous Zilea, qui est déjà en fonction et qui a fonctionné. Nous avons des paysans dans le cadre d'agriculture qui reçoivent semences pour être capables de planter et les gens qui sont dans l'élevage recevoir subventions au gouvernement en cabrit. Et ça, c'est pour voler l'assistance sociale là. Et nous avons 2000 familles qui recevoir des bons d'urgence de gouvernement. Toujours dans le cadre de l'exécution du plan spécial de la Gonave, 10 motocyclettes ont été remises à la police nationale d'Haïti pour faciliter le déplacement des agents déployés sur l'île, informe Marie-Mimose Félix, qui précise également que le dortoir du sous-commissariat de police d'Ansagalais a été réaménagé pour mieux héberger les policiers. Parallèlement, la coordonnatrice du plan spécial de la Gonave mentionne la distribution de plus d'une vingtaine de bateaux de pêche aux pêcheurs afin d'encourager le développement d'activités économiques. Marie-Mimose Félix au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. Ils vont recevoir 4. Déjà, ils vont recevoir 6 encore. Et chaque commissariat va recevoir un véhicule. Côté que les policiers ont des moyens pour se déplacer, pour être capables de faire le travail. La pêche joint un support assez considérable dans le cadre plan spécial là. Nous gagnons un total de 20 bateaux de pêche qui pourraient être disponibles pour pêcher la Gonave. Côté qu'on nous gagnons 25 villages de pêche. À côté de 20 bateaux de pêche là, qui gagnent 3 gros bateaux avec 3 gros bateaux avec 20 canoës. Nous avons l'autre institution sous Zilea qui a apporté 15 bateaux de pêche. Ça fait un total de 38 bateaux de pêche
qui pourrait aller au niveau de 25 villages pêcheurs. Donc, a dit, tout village pêcheur la Gonave a des moyens pour être capable de pêcher en haute mer. Nous avons 4 DCP qui doivent poser dans la mer la Gonave. Nous avons 2 qui posent déjà. Et après 4 DCP, nous avons 6 autres DCP qui pourraient poser, faire 10 DCP qui pourraient poser dans la mer la Gonave. DCPA, c'est un dispositif de concentration de poissons qui permet que les gros poissons soient capables de venir dans le système et les pêcheurs soient capables de pêcher les poissons pour aller la caillou. Et dans le cas de pêche là, toujours, nous avons une assistance que nous portons pour les marchands de poissons. Nous avons un fonds de start-up. Le fonds de start-up là, c'est un fonds pour aider les gens qui ont mené des activités, des business. Mais nous avons priorité à les marchands de poissons. Le coordonnateur des fonds communaux au ministère de la Planification et de la Coopération externe, Johnny Célestin, a dressé ce jeudi le bilan de différents projets soumis par les maires et députés des communes des 10 départements géographiques du pays. Johnny Célestin a rapporté que tous les députés, sans exception aucune, ont été touchés dans le cadre des projets des fonds communaux. Johnny Célestin est au micro de Esaü César et Wendy Henry. Les fonds communaux ont avancé. Nous avons 210 projets que nous lançons pour l'année 2012-2013. 2014, là, nous allons commencer à recevoir projet dans mes députés dans une semaine. Et donc, je pense que son programme qui a avancé très bien, c'est un programme qui est mieux atterri parce que nous avons un taux d'exécution qui est à 70%. Nous avons une trentaine de projets qui coulent à la analyse. Et l'analyse veut dire qu'il y a un pile firme qui a des petits problèmes papier que supposé porter by firme d'exécution soit BMPAD, soit TPTC qui a exécuté le projet pour nous. Donc nous pensons qu'on a bien avancé, mais le Premier ministre n'a pas jamais satisfait. Il a demandé que tout projet soit fini avant que nous avons commencé avec 13-14. C'est 210 projets année ça. 2012-2013 et nous allons commencer à recevoir 2013-2014. Pas de fait député qui est en opposition, qui n'a pas gagné un projet ou qui projet ou pas avancé. Nous te faisons rencontre sur ça, côté que nous démontrons clairement que gagner des projets, et c'est des projets, c'est des députés qui, soi-disant, avec gouvernement ou bien des projets avec des députés qui t'a dit dans l'opposition, mais c'est parce que tu as gagné des petits problèmes de papier. Et je pense que dans la présentation que j'ai faite, surtout dans la primature la dernière fois, nous avons vu que la grande majorité des projets, et soi-disant, et députés qui sont supposés dans l'opposition, ils ont lancé. Donc, pas gagné vraiment une situation comme ça. 6 projets de grande envergure sont en exécution dans les 2 communes de la Gonave. Encore le coordonnateur des fonds communaux au ministère de la Planification et de la Coopération externe, Johnny Célestin, se félicite des avancées de ces projets à l'approche de la 10e édition de Gouvernement La Caillou, prévue samedi sur l'île. Johnny Célestin. Nous avons 6 projets en exécution dans la Gonave Koulian là. Nous avons 3 places publiques, et nous avons un marché, et nous avons 2 morceaux de route Cap Fait. Et puis l'année dernière, nous avons fait 2 projets de route. Et donc, les députés ont été avec support commun, commencer avec canalisation. Et puis, dans l'autre exercice, ils ont continuer à faire autre chose. Donc, pour le moment, signalé, n'a que ces canaux, c'est autre chose pour fin fait en termes de, c'est en terre battue, mais c'est en perspective pour nous continuer et aider la population à ouvrir route dans le pays. Donc, c'est une bagaille que un travail que nous avons fait avec les députés pour nous commencer et désenclaver la Gonave pour nous déplacer plus bien. 6 projets, ça a combien de combien? Donc, c'est 20 millions de gouttes pour 6 projets dans 2 grands communes. Mais il y a 6 projets dans plusieurs sections communales dans l'île. Et le projet ça lancé déjà. Et nous pensons que dans 1 mois, il est supposé finir. Donc, son projet, c'est des projets qui sont supposés durer 2-3 mois. Mais comme déplacement pour porter matériel sous l'île, a des fois des difficultés. Si le vent n'est pas bon, etc., il ne doit pas capoter. Donc, 2 mois, le projet était supposé finir. Même passé dans 1 mois encore, il a fini. Le coordonnateur de l'unité de construction des bâtiments publics, Harry Adam, se montre satisfait des progrès constatés au niveau des différents chantiers des édifices publics en construction. Harry Adam annonce l'inauguration d'ici décembre 2014 de plusieurs bâtiments publics déjà reconstruits dans la capitale. Suite au séisme de 2010, Harry Adam au micro de Esaü César et Wendy Henry. Bon, comme on pose une question pour Triomphe, on a commencé par Triomphe. Et Triomphe est capable d'y achever à 95%.
Et nous pas inauguré tout simplement parce que le président pays a souhaité que nous inaugurions en même temps que Kiosque Occidental qui lui-même a fini en décembre. L'idée président, c'est que lors de l'inauguration, la population est capable de bénéficier de l'espace que nous avons aménagé dans l'Occidental pour que capable de liaison, pour que la population soit capable de suivre l'événement qu'a fait dans le triomphe là. Et donc, nous sommes capables de dire triomphe fini, sauf que nous n'avons pas inauguré, nous avons l'Occidental et nous promettons que ça pour que ça fait en décembre. Que nous avons construit au bord de mer, et pas oublier que nous avons construit des bâtiments que nous voulons qui des bâtiments sûrs, avec une technologie, c'est la première fois que nous avons appliqué dans le pays. Et donc, nous avons pris pile précaution. Bâtiment au bord de mer, là, c'était un vase que le terre. En bas bâtiment, ça, nous gagnons une bonne soixantaine, un peu plus même, de pieux, sur lesquels nous faisons des tests qui ne paraissent pas satisfaisants. Et donc, nous demandons à l'entreprise là pour que nous fassions l'autre test et pour nous avoir un résultat qui est capable de nous des bagages sur lesquels nous sommes capables de compter, nous obligés de nous temps passé de manière à ce que le sol là que nous bouger pendant que nous sommes capables de mettre les pieds en place, nous quitter le sol là reprend place pour nous faire test de pieds. Juste le temps d'observer une pause publicitaire, on vous revient dans un instant. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai 2 commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies.
Content de vous retrouver après la pause. La conférence internationale sur la qualité de l'éducation a débuté mardi dernier se poursuit. Cet atelier fait suite à la signature d'un protocole d'entente entre le ministre de l'Éducation nationale d'Haïti, Nespi Maniga, et son homologue finlandaise, Krista Kiuru, pour améliorer la qualité de l'éducation en Haïti. Selon Guy-Serge Pompilus, coordonnateur de l'atelier international sur la qualité de l'éducation, ces séances de travail ont permis aux membres du ministère de l'Éducation nationale de travailler sur certaines structures éducatives haïtiennes, telles l'évaluation, le curriculum et la formation des enseignants. Les explications de Guy-Serge Pompilus au micro de Frigine Vanessa Dolciné et Fézé Mathieu. Et 4 ministères, des partenaires de l'université, des partenaires de coopération internationale, participer avec experts finlandais dans l'exploration caractéristiques système éducatif de pays. Et puis qu'on y a nous entré sous 3 domaines conférence là: évaluation, curriculum et formation professeur. Et d'une part, il y a des présentations de sa caractéristique système par l'évaluation. Et c'est ainsi que nous arrivons à une option que politique d'évaluation pays d'Haïti, son politique qui existait, mais on ne va jamais faire papier sur lui, on va mettre sous papier. Donc, on y a une politique d'évaluation, une décision que nous allons formaliser, un papier qui va sortir, qui va définir l'élément politique. Deuxième élément qui a avancé là, qu'on y a avec experts finlandais, c'est que nous travaillons sous perspective pour remettre main dans le curriculum là. Donc, programme le curriculum là pour le remettre. Et comme le curriculum fort pour qui vont le former, parce que on va pas un programme le fini pour mettre son ancien programme là. Donc c'est peut-être ça nous avons 3 pôles: curriculum, formation professeur avec évaluation. Le 15 septembre 2014 marquera le 204e anniversaire de l'indépendance du Mexique. En cette occasion, le réseau des parlementaires haïtiens pour la population et développement lancera officiellement la semaine du Mexique en Haïti lors d'une conférence conjointe à l'ambassade mexicaine à Pétionville ce jeudi. Le sénateur Francisco de la Cruz a évoqué les liens étroits entre les deux pays. Le représentant de REPAD rappelle entre autres l'appui d'Haïti à la lutte pour l'indépendance du Mexique. Les déclarations du sénateur Francisco de la Cruz recueillies par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Mais pour qui ça nous déclare semaine ça? Pour qui ça nous choisit semaine ça? Nous connaissons que c'est indépendance Mexico, ça fait déjà 204 ans depuis que Mexico a gagné l'indépendance. Et nous ne pouvons jamais oublier pour nous une petite histoire. Déjà en 1816, il a gagné le général Francisco Javier Mina qui était effectué un voyage en Haïti, qui était venu demander support, soutien à Haïti dans la lutte que tu as menée. Et ça fait déjà 85 ans, pratiquement, gagné de très bonnes relations diplomatiques entre Haïti et Mexico, puisque déjà 11 juillet 1929, tu as déjà gagné représentant diplomatique en Haïti. Et depuis ça, gagné coopération entre Mexico et Haïti, naturellement qui vient accentuer, parce que les pays a mené une bataille pour gagner l'indépendance, a demandé soutien un peu partout. Il n'est pas en mesure pour capable de faire tout le bagage, mais ça vient arriver que gagner coopération qui vient plus s'accentuer. Et ça vient faire que gagner des étudiants, nous connaissons ça très bien, qui allaient à l'extérieur, que ce soit pour gagner maîtrise, pour gagner doctorat, que ce soit gagner qui allaient en santé publique, dans différents domaines, dans différentes activités. Et ça vient faire que gagner un lien très étroit entre le Mexique et Haïti qui datait de longtemps. C'est la première fois que le Sénat de la République d'Haïti proclame la semaine du Mexique. Remarque l'ambassadeur du Mexique en Haïti, José Luis Alvarado, estime que c'est une démonstration de l'existence des liens étroits entre les deux peuples. Par ailleurs, le diplomate mexicain a annoncé la tenue d'une série d'activités du 11 au 21 septembre prochain à Port-au-Prince, dont le lancement officiel de la semaine du Mexique en Haïti, le 15. Les précisions de l'ambassadeur du Mexique en Haïti, José Luis Alvarado, recueillies par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Quiero destacar. Je voulais souligner et vraiment mettre camper sur ça dit là, c'est que c'est la première fois, c'est en façon inédite que le Sénat
à reconnaître, à déclarer une semaine pour un pays étranger en Haïti. Ça sont une démonstration claire, une démonstration que nous avons touché palpable de relations, de bonnes relations qui existaient entre Haïti et Mexique. L'ambassade du Mexique en Haïti a une porte ouverte, tant dans le pouvoir législatif là, que dans le pouvoir exécutif là, et ça permet nous avec un pile et avec une porte ouverte, avec opportunité future relation entre deux pays. Moi, je voulais faire commentaire. Je vais commenter l'activité que nous avons gagnée. On a commencé jeudi avec la conférence de presse. Maintenant, il y a une projection, un film mexicain qui est Nosotros les Nobles et dans l'hôtel Oasis. Et le 15 septembre, dans le matin, Jean Sénateur l'a mentionné. Une cérémonie officielle de proclamation Semaine du Mexique en Haïti. Parlons santé à présent. Le directeur départemental du ministère de la Santé publique et de la population du Nord-Est, Pierre-Jean Denis, informe que la direction de l'épidémiologie du laboratoire de recherche du MSPP a pris des dispositions au niveau de la frontière haïtiano-dominicaine afin d'empêcher l'épidémie d'Ebola d'entrer sur le sol haïtien via le département du Nord-Est. Pierre-Jean Denis informe aussi que les autorités sanitaires haïtiennes ont disposé d'un terrain où il sera possible de mettre en quarantaine des personnes qui seraient infectées par le virus Ebola dans le pays. Eddie Michel est le correspondant permanent de Radio-Télésignal dans la ville de Fort-Liberté. Direction épidémiologie, laboratoire recherche, ministère de la population a continué à veiller dans toute porte d'entrée du pays d'Haïti pour empêcher maladie Ebola rentrer dans le pays d'Haïti. D'après le directeur départemental Santé Nord-Est, Dr Pierre-Jean Denis, qui fait connaître toute disposition déjà prise dans ce sens-là dans le département Nord-Est, côté au même arrivé identifier espace pour mettre les gens en quarantaine si toutefois Ebola pas rentré à partir de la République dominicaine, malgré le pays voisin lui-même tout la maladie. Pierre-Jean Denis fait déclaration ça pendant une conférence pour la presse du mercredi 10 septembre 2014 là sur Ebola, chikungunya et choléra. Sur ce qui concerne chikungunya, responsable du département Nord-Est fait connaître maladie a toujours frappé dans le département Nord-Est pendant les déplorer les fêtes, gens qui touchent pas aller à l'hôpital. Pour choléra, il est toujours présent. Quand un jour passé, il était bail un petit secousse dans la zone sylvestre, une petite localité dans la section du Petit. Ça qui la cause gens qui te touchent au mourir. Peut-être que tu préféré pour la remettre feuille au lieu à l'hôpital. Métropole du Nord-Est, Fort-Liberté, Eddie Michel, Signal FM. Que savons-nous sur l'épidémie Ebola, cette fièvre hémorragique qui fait rage depuis environ 6 mois dans des pays africains? En Haïti, les gens sont inquiets face aux informations véhiculées sur le virus qui a déjà fait plus de 2000 morts. Pour plus d'informations, suivez ce reportage spécial signé Frigine Vanessa Dolciné et Max Joseph. Depuis plus de 5 mois, plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, tels la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, sont secoués par une horrible épidémie de fièvre hémorragique baptisée Ebola. Parue en Afrique centrale en 1976, cette fièvre tire son nom de la rivière Ebola en République démocratique du Congo, où le foyer du virus a été localisé pour la première fois. Selon les spécialistes, l'Ebola est une zoonose, c'est-à-dire une infection animale transmissible à l'homme. Le docteur Juno Félix, spécialiste en santé publique, nous en dit plus. La maladie Ebola, effectivement, il y a été relié avant fièvre hémorragique Ebola parce que c'est une fièvre qui vient avec un peu d'hémorragie, surtout des hémorragies cutanées où jeunes des sangs, des taches sang qui viennent de sous peau, etc. Ou une hémorragie interne là-dedans, mais que relié une fièvre à virus Ebola tout. Cette fièvre hémorragique de type viral, souvent mortelle, touche en grande partie l'espèce humaine. Des chercheurs estiment que la chauve-souris constituerait le réservoir naturel du virus Ebola. Le docteur Juno Félix nous explique les modes de transmission et de prévention du virus Ebola. La contagion interhumaine, c'est même genre avec bête, ça veut dire depuis qu'on a contact avec liquide, liquide biologique. Là. Nous voulons parler de tout liquide qui est dans l'homme. Ça veut dire depuis qu'il est en contact avec monde, et si ou même si vous avez une partie dans le corps qui est en coupure quelque, ça veut dire depuis pour un petit côté que les coupé, même sous parole microscopiquement.
et que ou en contact avec un autre liquide de un monde qui est infecté, le ça virus a pénétré dans le corps. En général, le virus le rentrer en dedans, de le rentrer en la maladie en sortant, il dit entre 2 et 21 jours que la maladie est capable de déclarer. L'ampleur des conséquences du virus Ebola a dépassé les frontières. Inquiets, plusieurs pays ont adopté des mesures de protection. En Haïti, de nombreux secteurs se disent préoccupés. Face à l'inquiétude, le docteur Juno Félix tente de rassurer. Au pays d'un Haïti, je pense que l'État était à 90%, c'est-à-dire qu'il y a 90% de chance pour que le monde ça mourir. Et maintenant, c'est quelle capacité nous-mêmes en Haïti, le système santé nous pour nous faire face à la maladie ça. Et c'est ça que moi dit que quelque part, il faut que les dirigeants nous, il faut que l'État et il faut que toute communauté haïtienne vraiment ramasse caractère pour faire face à cette situation si situation arrive. Sur plus de 3000 cas d'Ebola dénombrés par l'Organisation mondiale de la santé, plus de 1900 personnes sont déjà décédées. Les laboratoires pharmaceutiques proposent des vaccins, mais n'ont pas encore trouvé le remède espéré contre l'Ebola. Des cadres du ministère de l'Agriculture et du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ont tenu ce jeudi au ministère de l'Agriculture à Damiens, au nord de la capitale, une réunion de restitution sur les caractéristiques des variétés de cacao existant en Haïti. Dans son discours introductif, le titulaire du ministère de l'Agriculture, Thomas Jacques, a salué la réalisation de cette étude faite sur la filière du cacao par le CIRAD en partenariat avec l'entreprise agricole Haïtika. Par ailleurs, Thomas Jacques dit encourager les acteurs nationaux, les exportateurs ainsi que les producteurs individuels à se joindre au ministère de l'Agriculture pour un saut technique et technologique. Le ministre de l'Agriculture s'exprime au micro de Michel Depayen et Max Joseph. Les exportations annuelles du cacao tournent autour de 450 millions de gouttes, ce qui représente globalement 25% du total des exportations des produits primaires du pays. La filière génère de milliers d'emplois et joue un rôle capital dans la gestion conservatoire de l'eau, des sols et de la biodiversité du pays en général. Le potentiel local dans cette filière est largement sous-exploité. Sous les effets conjugués de plusieurs facteurs, la production nationale est d'environ 5 000 tonnes actuellement. Les rendements à l'hectare sont en moyenne de 250 kg, alors que certains de nos pays voisins obtiennent jusqu'à 3 000 kg avec des conditions agroécologiques quasiment similaires aux nôtres. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture fait de cette filière une priorité dans son plan de relance du secteur agricole. Il nous faut un changement graduel de notre modèle de production. Il nous faut un changement graduel de notre modèle de production. Il faut des innovations technologiques et techniques pour rendre plus performant ce modèle afin que tous les corps de métier de la filière obtiennent des revenus plus satisfaisants et stimulateurs. Selon cette étude sur la filière du cacao en Haïti, le pays ne figure pas dans le classement des pays producteurs de cacao fin et aromatique publié tous les 2 ans par l'Organisation internationale du cacao. Le chercheur auprès de la CIRAD, Philippe Baptiste, explique que cette disqualification d'Haïti est due à la mauvaise qualité de ses cacaoyers. Ces explications au micro de Michel Depayen et Max Joseph. On a un patrimoine génétique riche, issu de plusieurs séquences d'approvisionnement, qui est assez extraordinaire. Vous avez ici parmi les meilleurs cacaos du monde. Vous avez des cacaos qui viennent du Venezuela, de Trinidad, de Grenade, République Dominicaine, mais République Dominicaine c'est la même origine en fait. Vous avez des Forastero, vous avez des Trinitario, vous avez des Criollo, vous avez tout en Haïti. Voici la liste des pays producteurs de cacao fin et aromatique. Ils sont 17, publiés par l'ICCO dans son agrément de 2010. Vous y noterez, et c'est très important, d'abord que Haïti n'y figure pas encore, mais surtout que les 3/4 des pays producteurs de cacao fin et aromatique sont dans la zone Amérique, ceux qui sont surlignés en jaune. Donc c'est important, c'est-à-dire qu'il y a un vrai savoir-faire dans cette zone américaine qui est reconnu et il n'y a absolument aucune raison objective pour que Haïti n'en fasse pas partie. Les atouts d'Haïti, c'est un patrimoine génétique extraordinaire.
qui n'est pas valorisé aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous vendez un cacao Fairtrade ou organique, vous ne faites pas référence à la qualité organoleptique. Vous faites référence à un cahier des charges de production, pas à un cahier des charges de qualité. Et je pense que ça, il faut faire évoluer ces systèmes. Puis vous avez une force en Haïti, c'est un potentiel de production élevé. Vous l'avez rappelé, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas produire plus de cacao et une force de travail très importante. Le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté poursuit son atelier de formation à l'intention de jeunes peintres issus des quartiers défavorisés de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cette activité déroulée sous le thème Atelier Calfourechès arrive ce jeudi à son 10e jour. Elle réunit un total de 25 jeunes artistes. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une préparation de vernissage qui se tiendra en octobre prochain. Il doit permettre aux responsables du ministère chargé de la promotion des droits de l'homme de choisir 5 toiles par artiste pour l'exposition des peintures. Suivez les explications du professeur Richard Barbeau qui accompagne les 25 jeunes dans le cadre de cette activité. Il était au micro de Lodmi Amak et Jasmin Deli. Je suis capable de dire que je ne regrette pas du tout que moi vienne faire activité ça. Donc idéalement c'est que je suis supposé préparer une exposition côté que chaque a exposé peut-être environ 5 toiles. Et puis je suis capable de dire que je fais un progrès très rapidement dans cet intervalle de temps que je travaille avec eux. La durée de l'activité c'était en vingtaine de jours, mais capable de dire presque un mois. Ok, type de travail que nous faisons, c'est surtout peinture, mais nous venons faire un atelier à la fois pour un travail pratique et aussi une pile notion théorique, nous faisons des dessins tout, mais apprenons donc notion de principe de couleur, tout le tralala, quand nous avons un exemple là sous tableau que nous travaillons aujourd'hui. Donc là toujours l'activité a 2 volets, un volet apprentissage théorique et puis nous faisons un pile pratique, mais c'est surtout le médium que nous utilisons, c'est peinture, surtout peinture sur toile. Selon la ministre chargée des droits humains et de la lutte contre la pauvreté extrême, Marie-Carmel Rozan-Auguste, cette initiative rentre dans le cadre du plan d'action contre la pauvreté implanté par le gouvernement Lamotte. Elle a entre autres précisé que son ministère travaillera à réduire la pauvreté chez des jeunes vivant dans des quartiers pauvres. Marie-Carmel Rozan-Auguste. Alors, l'objectif que nous gagnons, et nous disons clairement, nous croyons que il y a pile richesse dans le quartier et nous sommes très pauvres. Parce que nous n'avons pas de possibilité pour mettre en valeur la richesse. Alors nous-mêmes, nous commençons avec des expériences comme ça. En tout, c'est 170 jeunes qui ont participé dans tous 6 ateliers. Ici, là, nous avons environ 70 et en haut, dans le centre Créolololo, nous avons une centaine qui ont participé dans l'atelier. Alors, c'est ça l'objectif là, c'est créer des ateliers de création pour créer richesse. Pour créer richesse, c'est permettre que les jeunes travaillent ensemble. Alors, ça qui est important pour nous dire, c'est faire sortir dans le schéma travail pour compte, faire un côté travail pour compte. Le rappel des titres avant de refermer ce journal, puis de contestation suite à la décision du juge instructeur Lamar Bélisère d'assigner Jean-Bertrand Aristide à résidence surveillée. Des parlementaires proches du régime Lavalas publient une note pour exprimer leur mécontentement. Sauveur Pierre-Étienne reconduit à la tête du comité exécutif du parti politique Organisation du Peuple en Lutte. Le sénateur François-Annick Joseph devient le porte-parole de l'OPL. Vers le lancement, le 15 septembre prochain, de la semaine du Mexique en Haïti, une initiative du réseau des parlementaires haïtiens pour la population et développement pour marquer le 204e anniversaire de l'indépendance du Mexique. Et puis exercice de simulation de réponse en cas d'attaque terroriste ce 11 septembre à l'autorité portuaire nationale, activité qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant la certification du port international de Port-au-Prince. Dossier Ebola, les autorités sanitaires haïtiennes adoptent des mesures de prévention au niveau de la frontière haïtiano-dominicaine. Un reportage spécial dans ce journal nous a montré qu'il n'y a pas de quoi s'affoler en Haïti. À l'étranger, les États-Unis ont commémoré ce 11 septembre le 13e anniversaire de l'attentat contre les tours jumelles du World Trade Center. L'occasion pour le président Barack Obama d'appeler les Américains à ne jamais céder à la peur. Barack Obama a durci le ton face aux djihadistes. Le président américain s'est dit prêt à les frapper où qu'ils se trouvent.
Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.